Félicitations, on est d'accord, tu peux me l'envoyer par mail. On adore entendre ça, n'est-ce pas? On croit que c'est plié. Mais en fait, souvent la vraie négo, elle commence juste là. Parce qu'un accord qui n'est pas appliqué, c'est un peu un mirage. Aujourd'hui, on regarde comment vraiment boucler une négociation. Et même plus, comment faire de l'autre un vrai ambassadeur de cet accord. Oui, c'est une phase qu'on sous-estime tout le temps. C'est critique. On est tellement focalisé sur la signature, mais le vrai succès, c'est quand ça se met en place sans accroc. Si ça coince après, on risque de devoir y retourner. L'objectif, c'est que l'accord soit solide et surtout qu'il soit appliqué facilement. D'accord. Alors premier point, si je comprends bien, clôturer, ce n'est pas juste signer. Non, pas du tout. C'est l'application concrète qui compte. Exactement. La négo, elle est terminée quand l'argent est versé, quand le projet démarre, vraiment, quand la fameuse migration est lancée. Donc si rien ne bouge après la signature. La négociation n'est pas finie. C'est simple, il faut y retourner. Pas forcément pour tout casser, mais pour ajuster, pour comprendre le blocage. La signature, c'est juste une étape. Une étape clé, mais une étape. Voilà. Et c'est là que l'impression qu'on laisse devient hyper importante, j'imagine, hein. Ah oui, fondamental. L'accord écrit, ça ne suffit pas. Il faut que l'autre personne reparte en se disant « Ok, j'ai obtenu le max, j'ai bien négocié. Mais comment on crée ces sentiments sans tout lâcher non plus? » C'est tout l'art de négociation. L'autre ne connaît pas nos limites réelles, nos points de rupture, tout ça. Ce qui compte, c'est sa perception. Il doit sentir qu'il a dû batailler un peu, que les concessions, il a des les chercher. Plus l'effort perçu est grand, Plus il va valoriser l'accord. exactement. C'est ce qu'on appelle l'effet de justification de l'effort. On défend ce pourquoi on a lutté. Même si, objectivement, on n'a peut-être pas cédé tant que ça. Comme l'exemple du client qui est ravi d'avoir eu 10%. Alors que c'était prévu dans la marge, oui. Il faut surtout pas casser cette illusion de victoire. D'accord. Il faut préserver ça. Oui, et ça nous amène d'ailleurs à l'idée suivante. Faire de cette personne un ambassadeur, si elle est fière du résultat, si elle peut aller voir son boss, ses équipes et dire « Regardez ce que j'ai obtenu ». Elle va défendre l'accord. Bec et ongles, elle va le revendre en interne. Il faut presque lui donner les mots pour le faire alors. Ah. Lui fournir le récit. C'est un peu ça, oui. Qu'il puisse raconter franchement, j'ai tenu bon, j'ai rien lâché, et à la fin ils ont cédé sur ce point important pour nous. Et s'il est convaincu, il devient un allié pour la suite, pour l'application. Justement, il ne va pas chercher la petite bête pour ouvrir la discussion, mais attention, tout ça c'est fragile. Ah oui, Un rien peut tout gâcher. complètement. L'histoire du commercial qui sort de réunion et qui tape dans la main de son collègue sur le parking, Oui, et l'acheteur le voit par la fenêtre, il se sent roulé dans la farine, et hop, il rappelle direct, finalement on va revoir ce point. la confiance est brisée. Voilà, donc la leçon, pas de triomphalisme, jamais. Le respect, ça continue même après la poignée de main. C'est fou comme un petit relâchement peut coûter cher. Pour éviter ça, alors comment on fait pour verrouiller l'accord? Pour créer cette fameuse résistance dont tu parlais? La clé, c'est la combinaison. Résistance et contrepartie. Il faut que l'autre sente qu'il a vraiment atteint une limite, qu'il n'aurait pas pu gratter plus. Et donc, chaque concession qu'on fait, idéalement, on la monnaie. On demande quelque chose en échange. C'est le fameux oui, mais si ou d'accord à condition que. Donc ne rien donner gratuitement, en somme. Par exemple, en Haïti, ok, on ajoute cette journée de formation, mais seulement si vous validez le contrat ce soir, sans passer par le juridique une nouvelle fois. C'est un excellent exemple, ça. On crée une forme de rareté, on conditionne. Plus on demande de contrepartie, plus on monte des petites barrières psychologiques. Ça signale qu'on arrive au bout. Si l'autre ne peut pas ou ne veut pas donner la contrepartie, eh bien, il comprend qu'il n'aura pas plus sur ce point-là. D'accord. Mais si l'autre insiste quand même, s'il continue de tester, même avec ces techniques, comment on dit « stop, là c'est vraiment fini ». Alors là, on joue ce qu'on appelle le bout du mandat. Et ça se joue sur le fond et sur la forme. Sur le fond, il faut ancrer nos limites dans des choses concrètes, objectives. Là, désolé, mais on sort complètement du budget prévu pour ce projet. Ou ça demande une validation de notre direction que je ne peux pas contourner. Ou encore, je vous assure, on est vraiment au maximum de ce qu'on peut faire. Et la forme, le non-verbal? Crucial. Ça doit appuyer le message. Montrer un peu de fatigue si elle est réelle, c'est encore mieux. Une certaine tension, être très sincère dans le regard. Il faut convaincre que ce n'est plus une question de vouloir, mais de pouvoir. Que l'autre sente qu'il a tout pris, qu'il a essoré la situation. Exactement. Qu'il a obtenu tout ce qui était possible d'obtenir et qu'il est temps de conclure. Donc, pour résumer,
Un accord signé, c'est bien, mais s'il n'est pas appliqué, ça ne vaut pas grand-chose. C'est une victoire virtuelle. Pour une clôture solide, il faut soigner l'impression finale, montrer de la résistance, demander des contreparties et savoir indiquer clairement la fin avec les mots et l'attitude. C'est tout à fait ça. L'objectif final, c'est que l'autre reparte vraiment convaincu d'avoir fait la meilleure affaire possible. Comme ça, il devient un promoteur de l'accord, pas quelqu'un qui va chercher à le détricoter plus tard. C'est fascinant ce mélange de psycho et de stratégie. Et si on allait encore plus loin, si la négociation c'était une science exacte? Eh bien, c'est justement ce qu'on va explorer la prochaine fois. On va plonger dans un univers passionnant, la théorie des jeux appliquée à la négo. On verra qu'il y a des modèles mathématiques derrière les gestes, les silences, les choix. Ah, Nash, les stratégies dominantes, les matrices de gains, on va voir que la négociation, ce n'est pas que de l'instinct, c'est aussi une sorte d'algèbre stratégique. Tout à fait. Bon ben, rendez-vous très vite alors, pour une analyse qui risque de changer notre regard sur l'art de convaincre.